Ce vidéo-ci vous présentera la section sur la théorie des vitesses de réaction, mais plus spécifiquement les diagrammes de variation d'énergie potentielle. Et puis, dans le fond, la théorie des vitesses de réaction, on part du concept que une réaction doit avoir une certaine énergie pour avoir lieu. Parce que comme on avait mentionné au dernier cours, pour qu'une réaction se produise, premièrement, les deux molécules doivent entrer en collision. Ça doit être une collision effective. Donc, ils doivent se rentrer dedans d'une bonne façon, selon une certaine orientation, afin de pouvoir réagir. Et en plus, il doit avoir un certain niveau d'énergie. Dans le fond, ils doivent se frapper ensemble assez fort pour que la réaction ait lieu. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment représenter des réactions à l'aide d'un diagramme d'énergie potentielle. Fait qu'ici, on a les deux types de réactions possibles. OK? Donc, premièrement, l'objectif va être de déterminer quel type de réaction on fait affaire avec. En fait, c'est deux réactions inverses. Si vous regardez bien, 2AB donne A2 plus B2, et puis la réaction inverse soit A2 plus B2 qui donne AB. Donc, une de ces réactions sera exothermique et l'autre sera endothermique. Maintenant, on va déterminer quelle est laquelle. Donc, si on regarde notre premier graphique, le graphique à gauche, c'est très important de remarquer ce qui se produit au niveau des axes. Donc ici, on a sur l'axe des Y, on a notre énergie potentielle, et puis sur l'axe des X, la progression de la réaction, soit de réactif vers produit. Ça fait que là, il faut vérifier c'est quoi le niveau énergétique de nos réactifs et de nos produits. Si on regarde bien au niveau des réactifs, ça c'est mon niveau énergétique. Et puis au niveau des produits, voilà mon niveau énergétique. Donc, si on regarde bien, le niveau énergétique des réactifs est inférieur à celui des produits. Et puis, si on comprend bien, c'est quoi une réaction endothermique? Une réaction endothermique, c'est une réaction qui n'a pas assez d'énergie pour avoir lieu toute seule. On doit donc fournir de l'énergie à cette réaction. Donc, ça, le diagramme de gauche ici représente une réaction endothermique. Je ne me suis pas laissé trop de place. Donc, je vais simplement écrire endo. Donc, la réaction est endothermique, et puis c'est aussi possible de le voir si on compare ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Okay? Donc, si on va voir notre graphique à droite, et je compare réactifs et produits, et puis leur niveau énergétique, on remarque que les réactifs ont beaucoup plus d'énergie que les produits. Et puis, lors d'une réaction exothermique, on sait qu'il y a une quantité d'énergie qui sera libérée. Donc, si l'énergie est libérée, ça implique que les réactifs au début avaient plus d'énergie que les produits auront à la fin. Donc, cette réaction ici est exothermique. Et puis, comme je mentionnais tout à l'heure, on peut simplement comparer l'énergie d'activation. Donc, l'énergie d'activation directe, on retrouve ici la courbe bleue, la ligne bleue, là, ça représente l'énergie nécessaire pour initier la réaction. Parce que comme on sait, toute réaction nécessite un apport d'une certaine quantité d'énergie afin d'atomiser les réactifs. Donc, pour que les réactifs se séparent, pour que les liaisons se brisent et on puisse réarranger ces liaisons-là pour former de nouveaux produits, on a toujours besoin d'un peu d'énergie. La seule différence, c'est qu'une réaction endothermique a besoin beaucoup d'énergie. Okay? Et puis, la réaction exothermique, elle, n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. La raison étant que la réaction exothermique, une fois que tu commences à briser les liaisons, il y a assez d'énergie de libérer que la réaction n'a pas besoin de plus d'énergie que ça.
l'énergie libérée va compenser pour n'importe quoi. Donc, ça fait en sorte que l'énergie d'activation directe pour initier la réaction est vraiment petite. Tandis qu'au niveau des réactions endothermiques, il n'y aura pas beaucoup d'énergie libérée quand quand que les liaisons se brisent, il n'y aura pas beaucoup d'énergie libérée. Fait, nous autres, qu'on continue à fournir de l'énergie à la réaction pour qu'elle se produise. Donc, ici, en comparant l'énergie d'activation des deux, on voit qu'il y a vraiment une différence. Fait que l'énergie d'activation, c'est ma ligne bleue ici. OK? Pour une réaction endothermique, c'est assez élevé. Par contre, pour une réaction exothermique, c'est vraiment pas élevé. Puis ça, si on regarde bien, l'énergie d'activation, c'est toujours l'énergie à partir de réactifs au sommet. C'est toujours de réactifs au sommet. OK? Et puis, ce sommet-là, le sommet ici, cette étape ici, donc aux deux endroits, on appelle ça l'état de transition. Donc, l'état de transition, c'est l'étape à laquelle les produits commencent à apparaître. Donc, c'est l'endroit vraiment où tu as la transition entre produit et réactif. Au sommet, 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 juste ici, tu n'as ni produit ni réactif. Donc, tu as ce qu'on appelait le complexe activé, qui est que, genre une combinaison des produits et des réactifs. On le verra un peu plus tard. Donc, avant que tu arrives à l'état de transition, tu as tes produits, excuse, tes réactifs. Au sommet, dans l'état de transition, tu n'as ni un ni l'autre, c'est une combinaison des deux. Et puis finalement, là, les produits commencent à apparaître. Vous avez aussi une autre donnée dans votre tableau qui est l'énergie d'activation inverse. En fait, c'est l'énergie nécessaire pour activer la réaction inverse. Donc ici, si je prends ma réaction qui est endothermique, j'ai besoin une grande énergie d'activation directe pour directement activer la réaction. Mais si je fais la réaction inverse, c'est une réaction exothermique de A2 plus B2 à 2AB. Donc, si on compare cette réaction-là, c'est exothermique. Ce qui fait que l'énergie nécessaire pour activer la réaction inverse est, est inférieure à celle de l'activation directe de la réaction. Et puis, la dernière chose le dernier élément d'information que notre tableau nous donne, c'est la variation d'enthalpie. Donc, si on regarde bien ici, j'ai la variation d'enthalpie. Et comme on sait bien, la variation d'enthalpie, delta H, c'est toujours produit moins réactif. Donc, l'énergie retrouvée dans tes produits moins l'énergie retrouvée dans tes réactifs donne ta variation d'enthalpie. Ici, la variation d'enthalpie est positive. Mes produits sont élevés, mes réactifs sont bas. Donc, produit moins réactif me donne ma variation d'enthalpie qui est de ça. Si on regarde la réaction exothermique, j'ai encore une fois mon énergie d'activation directe, l'énergie d'activation inverse. Donc, ça se pose écrit inverse ici, mais ce n'est pas indiqué. Donc, la variation d'enthalpie, c'est produit moins réactif qui me donne cette valeur-là. Et dans ce cas ici, mes produits, dans ce cas ici, mes réactifs, le niveau énergétique est plus élevé que mes produits. Donc, ça me donne une variation d'enthalpie négative. Dans la prochaine vidéo, je vais vous démontrer comment construire un diagramme semblable en prenant en considération toute l'information. Mais il y a juste une dernière chose que je dois vous faire montrer tout de suite. Donc ici, on peut mettre en relation les différentes énergies d'activation et la variation d'enthalpie. Si on regarde une réaction endothermique, ma variation
mon énergie d'activation inverse, donc pour la réaction inverse, si je veux l'avoir, ça c'est cette distance-là. Si je veux avoir ça, je prends mon énergie d'activation directe et je soustrais la variation d'enthalpie. Et puis ça, c'est l'équation qui place tous les différents éléments en relation un avec l'autre. Et si j'en ai deux, je peux trouver le troisième. Mais pour la réaction exothermique, regardez bien, mon énergie d'activation inverse, qui est tout ça, sera la somme des deux dans le fond. Donc pour une réaction exothermique, j'additionne les deux ensemble et puis ça me donne mon énergie d'activation inverse. Donc tu peux réarranger la formule comme tu veux, ça ne dérange vraiment pas, mais ça c'est la relation ça c'est la formule qui met en relation